La marche tant annoncée par la coordination des associations de veille citoyenne pour demander la délocalisation de l'ambassade de France a été dispersée par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. Mais qu'à cela ne tienne, les Wahiniens ne baissent pas les bras. L'ultimatum donné à la représentation diplomatique française pour déménager reste de rigueur. Ils reviendront sur les lieux tant qu'ils n'obtiendront pas gain de cause. Et pendant que la France semble ne plus être la bienvenue au Burkina Faso, 10 pays accréditent de nouveaux ambassadeurs auprès du Burkina Faso. Ils ont présenté leur lettre de créance hier au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de la mi-journée sur BF1. Merci de nous choisir. L'ambassade de France au Burkina Faso doit déménager de son site actuel. C'est la coordination des associations de veille citoyenne qui l'exige. Hier, dans la capitale burkinabé, ils ont manifesté pour obtenir gain de cause. Une manifestation dispersée, vous allez le voir, à coups de gaz lacrymogène. Malgré cette opposition des forces de l'ordre, les Wahiniens, comme on les appelle, ont scellé les portes de l'enclave diplomatique française. Retour sur une chaude matinée dans ce journal avec Archimède Boy. Les gaz lacrymogènes des forces de sécurité ont fait reculer les manifestants annoncés ce vendredi matin devant l'ambassade de France à Ouagadougou. Ces derniers en colère vont donc se retrouver quelques mètres plus loin au niveau du rond-point des Nations Unies autour de leur leader pour un débriefing. Effectivement, nous n'avons pas déposé une demande de manifestation. Nous avons mobilisé sans l'autorisation, sans l'accord de nos autorités compétentes. Et nous sommes arrivés, effectivement, et ils ont voulu nous écouter à travers quelques leaders. Mais vous savez, les Burkinabés sont unis, les leaders sont unis. Nous avons demandé à ne pas écouter un et écouter tout le monde. Donc nous avons demandé à tourner vers la petite porte de l'ambassade, une chose que l'autorité n'a pas voulu. Ils ont essayé de nous réprimer, une chose logique que nous apprécions parce que nous savons que le Burkina Faso est gouverné et le président du Faso exécute effectivement la constitution et les lois qu'ils ont votées en réprimant ses propres soutiens. J'ai dit en réprimant ses propres soutiens. Initiée par la coordination nationale des associations de la veille citoyenne, la marche sur l'enclave diplomatique française vise un objectif précis. On n'a pas voulu déposer quoi que ce soit parce qu'on a tellement déposé des lettres et on est fatigué de déposer des lettres. Nous sommes allés pour fermer. Un point et c'est tout. Fermez et partez. Ils reviendront à la charge et après quelques tractations avec les forces de l'ordre, les leaders de la marche auront enfin accès à la porte de l'ambassade de France. Porte où ils brandiront des pancartes hostiles et qu'ils badigeonneront avec des ordures avant de la sceller. On a scellé l'ambassade de France. Si ça se casse aujourd'hui, on a 1000 problèmes avec eux. Nous avons donné un ultimatum à l'ambassade française de quitter les lieux parce que nous sommes devant la présidence du Faso et la France ne peut pas venir résider ici. Donc on les a donné un mois, mais comme c'est toujours un mauvais élève, il persiste. Les marcheurs, visiblement déterminés, indiquent qu'ils maintiendront la pression jusqu'à la délocalisation effective de l'ambassade de France. Et pendant que la France semble ne plus être la bienvenue au Burkina Faso, les autorités de la transition accueillent de nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de 10 pays du monde, dont la Russie, l'Allemagne, les États-Unis, l'Algérie ou encore le Rwanda. Ils ont présenté ce 28 juin leur lettre de créance au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Cet acte de grand intérêt pour la coopération internationale traduit la vitalité de la diplomatie burkinabé selon les autorités du pays. Dans l'actualité également, l'enquête de satisfaction sur les dépenses publiques de l'État 2020-2023 menée par le CRAFP, Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques, révèle que des Burkinabés sont moyennement satisfaits de l'impact des dites dépenses sur les secteurs sociaux de base. Les plus de 200 ménages interrogés sur le sujet reconnaissent les efforts de l'État, mais ils déplorent tout de même une opacité dans les dépenses publiques. Amadou Diko. 263 ménages interrogés au Burkina Faso disent être moyennement satisfaits de l'impact des dépenses publiques dans les secteurs sociaux, notamment la santé, l'éducation, l'agriculture, l'eau et l'assainissement. C'est ce qui ressort de l'enquête sur la satisfaction des dépenses publiques 2020-2023
réalisé par le CRAFP, Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques. Ces populations, tout en reconnaissant les efforts de l'État dans leur vécu quotidien, notent tout de même des insuffisances. Elles disent qu'en réalité, il y a une certaine opacité dans la gestion des dépenses publiques et que également la transparence qui devrait leur permettre de participer ne leur permet parce qu'il n'y a pas de mécanisme clair par rapport à la participation citoyenne. Et aussi que justement les différentes actions qui ont été définies, qui contribuent bien sûr à l'amélioration de leur vécu quotidien, ne le sont pas souvent mis en œuvre de la bonne manière parce qu'elles jugent que il y a des lourdeurs administratives et autres. Dans le domaine de l'éducation, l'étude montre que la moitié des personnes interrogées déclarent être insatisfaites de la qualité des infrastructures éducatives et des délais de distribution des fournitures scolaires et des vivres pour les cantines scolaires. C'est le même sentiment qu'elles éprouvent en ce qui concerne l'accès à l'eau potable, une situation liée au manque de dispositifs de l'État impliquant les bénéficiaires, selon Herman Douagneau. Nous avons, entre guillemets, des politiques qui peuvent être prises en otage par un groupe qu'on peut appeler le gouvernement. Et nous ne disons pas que c'est voulu, mais il faut travailler à associer cette population pour qu'elle puisse dire effectivement de quoi elle a besoin. Pour une meilleure réponse aux besoins des populations dans les secteurs sociaux de base, le CRAFP recommande au gouvernement de renforcer la transparence budgétaire, d'alléger des procédures, surtout pour les dépenses urgentes ou les actions urgentes, et aussi dans certains secteurs sociaux où il y a des questions de vie ou de mort, comme la sécurité, comme la santé et comme l'éducation. Et puis, au-delà de cette proposition, c'est aussi de définir des mécanismes clairs pour que les populations puissent participer donc à la gestion de la chose publique. À l'endroit des OSC, le CRAFP invite entre autres à la mise en place des programmes de veille citoyenne sur les dépenses publiques et la poursuite du contrôle citoyen de l'action publique et des dépenses publiques, surtout en termes d'exécution. Cadre d'échange et de partage d'expériences en vue d'améliorer les actions de la municipalité à Bobo-Dioulasso, la deuxième session ordinaire de l'année 2024 devrait permettre d'examiner et d'adopter entre autres la délibération portant création, composition, attribution et fonctionnement d'une commission ad hoc de gestion des domaines publics dans l'arrondissement de la ville de Sia. Au total, donc, 27 points sont inscrits à l'ordre du jour de la deuxième session ordinaire 2024 de la commune de Bobo-Dioulasso, surtout Justin Dabiri. 27 points de décision sont inscrits à l'ordre du jour de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 de la délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso. La session qui se tient du 26 au 28 juin 2024 est présidée par le président de la délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso. Au menu des délibérations et des communications. Avec pour objectif d'améliorer la recette municipale, d'améliorer les ressources dont dispose notre commune et des délibérations aussi qui vont compléter l'armoirie de la commune. Il s'agit principalement de celle visant à instituer une devise pour la commune de Bobo-Dioulasso et nous aurons des communications. Nous avons fait appel à des partenaires pour venir communiquer et nous ouvrir des opportunités de coopération, de collaboration, de partenariat. Et nous espérons qu'au sortir de ces 3 jours, nous allons pouvoir disposer de textes consensuels en termes de délibération et que nous allons aussi pouvoir, dans un futur proche, après l'approbation par la CTI, pouvoir les dérouler pour le bien de la commune de Bobo-Dioulasso. Parmi les points à l'ordre du jour, il y a le point examen et adoption de la délibération portant création, composition, attribution et fonctionnement d'une commission ad hoc de gestion des domaines publics dans l'arrondissement numéro 2 de la commune de Bobo-Dioulasso. C'est suite aux travaux de l'inspection générale du ministère en charge de la décentralisation. Il a été fait une recommandation d'annuler le comité chargé d'examiner les demandes d'autorisation provisoire d'occuper les domaines publics. Et
à la suite de l'annulation de cet arrêté, il fallait prendre une délibération pour mettre en place une commission ad hoc chargée d'appuyer les demandes qui sont en souffrance. Et effectivement, cette délibération a été adoptée par la délégation spéciale de l'arrondissement numéro 2. Nous avons transmis la délibération à la commune de Bobo-Dioulasso et cette délibération a été retenue pour cette session. Et nous espérons qu'à l'issue de l'examen du projet de délibération, elle sera adoptée. Les 4 communications prévues à cette session vont porter entre autres sur le projet de construction du nouvel abattoir frigorifique 6 au secteur 13 de l'arrondissement 3, une communication sur le logiciel du système de collecte des taxes Psychotax et une communication sur la riposte à l'épidémie de dengue, stratégie de lutte antivectorielle visant à protéger les populations des piqûres du vecteur majeur. Les acteurs de la petite enfance au Burkina Faso étaient également en conclave à Ouagadougou à la faveur du Forum sur l'éducation et la protection de la petite enfance ouvert ce 27 juin. Les parties prenantes vont échanger et partager leurs expériences en vue de renforcer le continuum éducatif préscolaire primaire pour un développement harmonieux des enfants de 3 à 8 ans au Burkina. Bamori Traoré, Amadou Diko. La protection, l'éducation et le développement de la petite enfance, c'est la préoccupation qui réunit ces acteurs du monde éducatif. Réflexion, partage de connaissances et d'expériences, c'est à l'occasion d'un forum qui se tient cette année sous le thème « Renforcer le consortium éducatif préscolaire primaire pour un développement harmonieux des enfants de 3 à 8 ans au Burkina Faso ». Au cours de ces 2 jours de travaux, nous voulons partager les expériences que nous avons eues à réaliser dans le cadre de nos activités dans le domaine de l'éducation et la protection de la petite enfance. Mais c'est aussi bénéficier du partage des expériences d'autres ONG et associations qui interviennent dans le même domaine pour que nous mettons ensemble nos efforts et pouvoir travailler en synergie pour booster ce secteur de l'éducation et la protection de la petite enfance. Le ministère de l'Éducation nationale salue l'engagement de la société civile à ses côtés. Ce forum s'inscrit dans les missions du département. Le continuum préscolaire, primaire, est très important pour nous dans la mesure où ça prépare l'enfant à mieux apprendre et également à mieux assimiler. Ce qu'il faudrait dire que le développement du continuum préscolaire et primaire permet en un mot d'avoir de meilleurs résultats au niveau du système éducatif burkinabé. Et c'est dans ce cadre-là que le ministère soutient un tel forum à travers avec l'ONG Aide et Action, qui constitue en réalité un partenaire de choix, un partenaire majeur pour le ministère de l'Éducation nationale. Démarré en 2022, ce projet a une durée de 3 ans. Il est soutenu et financé par la Fondation Orange et la Fondation Mislon à hauteur de 600 millions de francs CFA. La saison des pluies s'installe progressivement au Burkina Faso. Cette période, vous le savez, rime avec le paludisme et le besoin en sang dans les hôpitaux se fait sentir. Afin donc de sauver des malades, l'ABFAM, l'association burkinabé des femmes artistes, apporte sa contribution. Elle a, dans le cadre des 72 heures de la femme artiste, organisé une séance de don de sang, de quoi renflouer les banques de sang au Centre national de transfusion sanguine. Stéphanie Bonkongu, Benjamin Kwame. 3 jours de célébration de la diversité et de la richesse culturelle burkinabé, mettant en lumière la créativité et la passion des femmes artistes du Burkina Faso. Les 72 heures de l'ABFAM, l'association burkinabé des femmes artistes musiciennes, c'est aussi ce cadre de réflexion sur la musique féminine, la vie des femmes artistes musiciennes et leur contribution à la culture et au développement durable. En réfléchissant à la carrière de ses membres, l'ABFAM pense aussi aux malades qui ont besoin de sang. Alors les 72 heures de l'ABFAM, comme je le disais, c'est des activités une fois là que l'association des femmes musiciennes du Burkina organise. Et hier, c'était l'ouverture avec les officiels, le panel sur notre thème. Et puis aujourd'hui, c'est le don de sang et tout. Ce don représente de l'amour envers mes prochains.
envers l'être humain, envers la personne qui utilisera ce sang. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé, pour ceux qui n'ont jamais donné leur sang, il faut commencer à donner le sang car c'est important. C'est vraiment important. Sauver des vies, il n'y a rien de tel. Quelques donateurs et membres de l'organisation saluent l'initiative. Ils invitent l'ensemble des Burkinabés à leur emboîter le pas car le besoin en produits sanguins est quasi permanent dans les centres de santé. Je suis là pour donner mon sang pour sauver des vies. Moi, ça me fait vraiment du plaisir parce que si grâce à ton sang, tu arrives à sauver vraiment des gens, c'est déjà quelque chose. Premièrement, ça me fait plaisir de sauver des vies. Et j'invite tout le monde à faire la même chose. Puisque actuellement, dans les hôpitaux, dans les lieux de soins, on a besoin de sang. Et nous qui sommes en bonne santé, on doit au moins faire l'exemple, quoi. Voilà, pour sauver des vies, c'est bon, quoi. Et pour le don de sang, oui. Pour aider vraiment les malades, pour vraiment donner ma contribution pour des gens qui en ont besoin. Débutée le jeudi 27 juin, la deuxième édition des 72 heures de l'Abbé Femme prend fin ce samedi 29 juin avec un grand concert à l'espace de la mairie de Bogodogo. Nous sommes à une semaine de la grande compétition du marathon des échangeurs organisé par la télévision BF1. Plus de 300 athlètes africains se sont déjà inscrits et pour le bon déroulement de cet événement sportif, le comité d'organisation multiplie les audiences. Après le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou et le Mogonaba, c'est au tour du ministre en charge des sports de recevoir le directeur de la chaîne au cœur de nos défis et son équipe. Boubacar Sawadougou a réaffirmé son engagement et son soutien pour la réussite de la 6e édition du marathon des échangeurs prévu le 6 juillet prochain à Ouagadougou. C'était Sandrine Zougouri. Un tête-à-tête entre le comité d'organisation du marathon des échangeurs et le ministère des Sports. Pour donner plus d'éclat à cette 6e édition, les organisateurs rassurent, tout est fin prêt pour une compétition réussie. Nous avons été très heureux de la réponse qui nous a été donnée, à savoir que le ministère étudierait le dossier, verrait comment accompagner cette 6e édition du marathon des échangeurs. Tout est pratiquement fin prêt à l'étape actuelle. Il reste encore des petits détails à régler, sinon tout est pratiquement fin prêt. Le ministère, séduit par ce projet, au regard de son envergure, prend l'engagement d'accompagner l'événement. Dans un contexte de crise, le sport intervient comme vecteur de cohésion, souligne le représentant du ministre des Sports. Je pense que le marathon, c'est une discipline sportive assez importante et pratiquée de plus en plus par la population parce que ça contribue non seulement à renforcer la cohésion sociale, parce que le marathon, ça brasse beaucoup de monde, il y a des spectateurs aussi, et les compétiteurs aussi. Donc ça brasse beaucoup de monde, ça renforce beaucoup la cohésion sociale. Au-delà de ça, tout le monde sait que le sport a des vertus, notamment en matière de santé. Donc ça fait que nous encourageons beaucoup la population à la pratique du sport en général et du marathon ou les activités physiques en particulier. Ils sont près de 300 athlètes qui prendront part à la 6e édition du marathon des échangeurs. Le top des départs est prévu pour le 6 juillet prochain. L'actualité au Burkina Faso, c'est également le retour des pèlerins de la Mecque après plus d'un mois passé en Terre Sainte pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Plus de 400 pèlerins sont rentrés au pays. Cette première vague de pèlerins a été soumise à un contrôle strict, un contrôle sanitaire strict, coronavirus oblige, mais des cas de Covid-19 n'ont pas été détectés comme ce fut le cas dans certains pays africains. Carlos Dogba, Amadou Diko. Comme à l'aller, un dispositif sanitaire impressionnant a été mis en place par le ministère en charge de la Santé pour le retour des pèlerins. Les premiers pèlerins qui ont foulé le tarmac de l'aéroport de Ouagadougou ont tous été diagnostiqués. Le ministère veut se rassurer de la bonne santé des pèlerins avant qu'ils ne regagnent leurs différentes familles. Pour ceux qui ont pu visiter, il y a déjà un premier groupe de personnes qui vont essayer de screener les uns par rapport à la température. Et au niveau de ce lieu-là, c'est pour détecter tout cas de température qui sont en dehors de la normale. Et si on trouve quelqu'un qui a une température en dehors de la normale, ça veut dire que la personne a besoin d'une visite médicale. Donc vous allez voir qu'un peu devant, il y a des box, là où il y a des médecins et des infirmiers
dans ces box-là, on peut le recevoir, on l'interroge, on l'examine, on voit si les éléments qu'il présente là nécessitent de faire des examens complémentaires pour chercher à savoir de quoi il souffre. Les pèlerins qui ont accompli le 5e pilier de l'islam n'ont pas caché leur joie d'avoir participé à ce pèlerinage. Les pèlerins ont été accueillis à leur descente d'avion par les autorités religieuses et étatiques. Et pour terminer, acteur indispensable dans le déroulement d'un match de football, les arbitres ne demeurent pas moins la cible de critiques tout au long de la saison. Le championnat national qui s'est achevé le 14 juin n'a pas fait exception, mais les directeurs de jeu pensent qu'ils sont simplement de souffre-douleur. Madi Zongo, Amadou Diko. Les saisons se suivent et se ressemblent pour les arbitres pendant le championnat national. Ils passent parfois de sales temps au coup de sifflet final des matchs. Au Burkina Faso, il faut une dizaine d'années pour être un arbitre d'élite. Malgré ce long processus, il n'est pas rare de voir des profanes énumérer les fautes non signalées à leur place. Nous avons eu au moins 3 pénaltys que l'arbitre a refusé de siffler. Et ce n'était pas des pénaltys qu'il était loin des actions, il était tout près des actions. Et malgré tout, il a refusé de siffler tous les 3 pénaltys. Alors, est-ce que vous êtes sûr que c'était des pénaltys? Oui, oui, c'est lui qui juge, mais il a mal jugé. Il a mal jugé. Si vous venez, c'est ce qui vous intéresse de vous montrer, on ne sait pas si vous prenez ça. Le but de refusé, où est le hors-jeu? Il n'y a pas de hors-jeu du tout. Et la critique derrière de prendre le ballon à tuer. Quand même. Durant le même match, l'arbitre peut passer de mauvais à excellent selon que celui qui s'exprime est victime ou bénéficiaire de décision. J'aime pas trop parler de l'arbitrage, mais les images vont parler à ma place. Voilà. C'est quand même une enquête sérieuse. Sincèrement, il nous fatigue. Tu peux te faire travailler 1 semaine, 2 semaines, et un individu, il vient et capote ton match un coup comme ça. C'est difficile, les gars, c'est amer. Malheureusement, c'est le talon d'Achille de notre football. On a peur d'en parler parce que quand tu en parles après, la saison qui suit, tu es ciblé, tu as des matchs compliqués. Moi, j'en ai vécu tellement que j'ai même peur de parler de l'arbitrage. Mais je me dis que tu ne peux pas transférer, toi, tes humeurs sur le terrain. Tu dois être équitable en tant que chose, comme on appelle. Un juge, c'est un monsieur équitable qui doit faire son job. Pour les principaux intéressés, il faut bien trouver des justificatifs pour donner bonne conscience après la défaite. À l'analyse, les griefs ne sont pas toujours justifiés. Il faut reconnaître effectivement qu'il faut intervenir tous les acteurs au fair play. Parce que je pense que les problèmes que nous suivons, parce que nous aussi on suit les championnats, la plupart des difficultés ne sont pas des difficultés d'arbitrage. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'on peut siffler un match de 90 minutes sans qu'il y ait un petit problème, mais réellement, l'équipe qui gagne le plus souvent mérite de gagner. Donc nous allons demander aux acteurs là de se concentrer sur l'essentiel et de ne pas vouloir penser que c'est les arbitres là qui sont toujours les problèmes. Parce que je pense qu'il y a des voies de recours. On peut faire des réclamations. Si l'arbitre a estimé a fait une faute, vous faites des réclamations. Donc, mais je pense que ce n'est pas la bonne manière de vouloir accuser les gens tout azimut. Et à la fin, quand on regarde, le plus souvent, les arbitres n'ont pas forcément tort. Si les hommes en noir sont souvent coupables de manquements pouvant changer les résultats des matchs, il est parfois abusé de les accuser tous les péchés d'Israël. Fin de ce journal, j'ai pris grand plaisir à être en votre compagnie tout au long de cette semaine. Merci de nous avoir reçus chez vous. On se dit à très vite pour d'autres actualités sur BF1. Excellent week-end sur notre chaîne.